Bonsoir à tous, c'est lundi et c'est une nouvelle semaine qui commence. On est bien sur Live TV, la télé sans filtre, pour un autre talk et d'autres talks au cours de cette semaine, avec des sujets intéressants les uns que les autres d'actualité, donc à décortiquer avec cette belle équipe composée de ceux que vous connaissez. Mais bon, avant de les annoncer, installez-vous sur Live TV, la télé sans filtre. Merci de rester avec nous sur les bouquets, Canal+, numéro Canal 206 et la TNT, c'est bien numéro 6. Et puis regardez-nous sur les réseaux sociaux pour lâcher des commentaires sur cette émission, sur le direct de cette émission. L'équipe remaniée juste un peu, mais les anciens sont là. Isabelle Vauvor, elle fait son entrée de façon royaliste aujourd'hui parce que c'est la petite reine du secteur. De tout rose vêtu, bonsoir, ça va? Bonsoir, bonsoir. Tu allais régler une ou deux choses, oui, c'est c'est ça, parfait. j'avais un petit souci technique, juste le temps de placer mon micro. D'accord, très bien. Bienvenue Bonsoir sur ce plateau. Merci. D'accord. L'autre ancien qui est avec nous, c'est bien Herman Abois. Bonjour tout le monde. Salut Herman. Ouais, une autre semaine, on espère qu'il y aura de belles surprises. Surtout que tu passes toujours de bons week-ends, toi. Qu'est-ce que tu en sais? J'en sais quelque chose. On ne demandera pas les détails de week-end ici, mais bon, j'en sais quelque chose. D'accord. Et puis les nouveaux venus sur ce plateau, on est content. On commence par qui? Par l'homme ou par la femme? Par la femme. On commence par l'homme. On a avec nous Barry Aboudraman, notre sociologue, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci à vous également. D'accord. C'est un plaisir. On va dire qu'on passe de l'autre côté de l'écran quand même, parce qu'on nous regardait à la maison. Maintenant, on est avec nous sur ce plateau. Effectivement. Très bien. On va discuter ensemble des sujets d'actualité. Et puis, Désiré Denéo, qui n'est plus à présenter quand même sur la toile en Côte d'Ivoire. OK. Activiste féministe. C'est ça. On peut dire ça? Oui. D'accord. Politiste aussi. Oui, qui sait discuter politique. Des sujets. Bon, on a été en réunion de rédaction, on a entendu parler de cette jeune dame. Bon, je pense que sur ce plateau, on va discuter âprement. Et la première partition qu'on va annoncer maintenant, bien sûr, c'est l'image du jour. L'image du jour nous envoie au barreau d'Abidjan. Maître Florence Loane Messan, élue dauphin 2023-2024 du barreau ivoirien. C'est la première femme à devenir bâtonnier. Quelqu'un me dira sur ce plateau, dit bâtonnière. De l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire depuis sa création en 1959. Elle a été élue donc dans la nuit du 29 au 30 juillet 2023. Quel est votre commentaire, mesdames, messieurs? Mais tout de suite, je pense que c'est une dame, elle a félicité. Mais en même temps, ce n'est pas une nouvelle. Depuis 1996 qu'elle a prêté serment, ça fait 26 ans. Donc, et puis elle a eu, quand on regarde son parcours au niveau des fonctions qu'elle a occupées au sein de l'ordre des avocats depuis des années, ce n'est pas une nouvelle, quelqu'un qui ne maîtrise pas, donc elle connaît. Mais en même temps, elle arrive, il y a des dossiers qui sont là, notamment la question des coûts des prestations sur les différents dossiers. Là, on est pressé, là. Bah, okay, là, on est pressé. Ouais, allons-y. On va arriver à ce qu'on attend d'elle après. Voilà, okay. Pour l'heure, c'est la première femme bâtonnier donc, de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Désiré Denéo. D'accord, première femme, enfin bâtonnière, ça se dit. Hein. Bâtonnière. Bâtonnière ou bâtonnier, c'est un plafond de verre qui se brise. C'est aussi en fait faire rêver, surtout ces jeunes étudiants juristes qui rêvent un jour de porter la robe et pourquoi pas en fait devenir être à la tête du barreau ivoirien. D'accord. Est-ce qu'on sait le nombre? Je veux dire, quand on veut faire la parité, est-ce qu'il y a la parité homme-femme au niveau du barreau? Je pense que non, les hommes sont en nombre supérieur. Non, il y en a 521 et après, je ne sais pas quel est le ratio des femmes, mais de ceux qui figurent sur le site du barreau ivoirien, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Donc c'est déjà une bonne chose en fait qu'on ait une femme à la tête du barreau. C'est clair. Isabelle Vauvor. Oui, alors Florence Messan, je veux dire, elle a 53 ans, elle est mariée, elle est mère de 4 enfants.
voilà, elle a fait déjà ses preuves au niveau donc, de l'ordre, elle a fait preuve d'engagement et aujourd'hui, elle a été élue au scrutin majoritaire par ses pairs pour un mandat de 3 ans. Donc je pense que c'est à saluer et moi j'aimerais vraiment soulever en fait son slogan de campagne qui est voir plus loin, agir ensemble. Donc j'imagine que son mandat, ces 3 ans de mandat, elle va vraiment le faire sous le sceau de l'inclusion parce qu'elle part de agir ensemble. Donc ça va être vraiment une inclusion totale et participative de tout le monde en fait. Voilà. Très bien. Barry? Oui, bon, il faut féliciter Maître Florence Messan pour son élection parce qu'il faut reconnaître qu'elle a été élue en battant 3 autres candidats. Et comme Herman l'a dit, c'est une ancienne du barreau, elle connaît le système. Voilà, et puis elle devient aussi un modèle social de réussite pour toutes ces jeunes femmes-là qui sont en fac des droits et qui aimeraient embrasser la carrière d'avocat. Donc c'est un modèle pour elle. Qui d'entre vous va nous rappeler le rôle du bâtonnier? Le rôle du bâtonnier. Le bâtonnier, il faut souligner que le bâtonnier a pour mission d'assurer la gestion de l'ordre, de représenter l'ordre dans tous les actes de la vie civile auprès des pouvoirs publics, des juridictions, de toutes les autorités et des tiers, de veiller au respect de la déontologie et de la discipline des avocats à ce titre. Il est l'autorité de poursuite en matière disciplinaire, prévenir, concilier et résoudre toutes les questions d'ordre professionnel au sein de leur coopération. Le bâtonnier met de l'ordre dans l'ordre des avocats en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça son rôle, hein, n'est-ce pas? Ouais, alors, qu'attendez-vous alors de cette femme, de Maître moi, en Florence? tout cas, pour moi qui suis féministe, femme, en fait, admirative de la profession d'avocat, j'ai beaucoup d'attentes en fait vis-à-vis de Maître Messan. Déjà, faut penser, comment dirais-je, à la situation des juristes collaborateurs qui sont en cabinet d'avocats, améliorer leur situation pour ne pas qu'ils soient simples juristes, mais juristes et vivent en fait de la pratique du métier de droit. Rendre le CAPA exclusif en fait et accessible en fait à tous parce que les nouvelles consignes, en fait, la nouvelle réglementation ne permet pas forcément à tout le monde enfin, de pouvoir passer le CAPA. Il faut également contraindre les avocats à respecter la législation en vigueur et, comme le dit son slogan, aller plus loin ensemble, oser, pour pouvoir briser les codes. On l'attend en tout cas sur ce Dit comme ça, on a des choses à reprocher aux avocats en Côte d'Ivoire? Il faut également rendre en fait, la question de, comment on va dire ça, de l'assistance judiciaire effective. Ça existe, mais très souvent, dans la pratique, enfin, les personnes qui vont saisir la justice ne le savent pas. Donc, il faut permettre enfin, aux Ivoiriens de savoir que cela existe. Déjà, l'association des jeunes avocats, en fait, sillonnait déjà plusieurs tribunaux pour plaider ça et là sur des dossiers, mais il faut que le barreau puisse accompagner cela et rendre l'assistance judiciaire en fait, disponible. Étant donné que c'est une femme, nous aussi on l'attend sur la question des violences faites aux femmes, la question également des femmes qui sont lésées concernant les pensions. Bon, je fais ma féministe, donc on l'attend en tout cas à ce niveau-là. D'accord. Ouais. Isabelle Beaufort. Oui, alors moi, mon point sur la question, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a environ 550 avocats pour une population avoisinant les 30 millions d'habitants. Donc moi, je pense qu'il faudrait véritablement faire la promotion de ce métier-là pour susciter en fait d'autres vocations, enfin cette vocation-là auprès de nos jeunes, voilà, pour qu'ils puissent embrasser ce métier-là et qu'on puisse arriver à un nombre suffisamment stable d'avocats en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est vraiment de pouvoir valoriser cette profession-là, encourager les femmes à embrasser ce métier-là, que ce soit les femmes, même les hommes, voilà. Tout le monde. Quand vous dites ça comme ça, moi, quand tu dis ça comme ça, Isabelle, moi je regarde l'amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny avec l'amphi de droit, avec effectif pléthorique. On se dit, bon, pléthorique, il y a beaucoup d'étudiants qui, après le bac, aujourd'hui, optent pour cette filière. Pourquoi il n'y a pas assez d'avocats? Parce que vous êtes en train d'en réclamer. On va demander déjà ce que Barry attend. Moi, je pense que le défi principal même de Maître Messan, c'est d'abord organiser le CAPA. Parce qu'il y a des plaintes dans la cité, il y a beaucoup d'étudiants en fac de droit qui se plaignent. On a même vu sur les réseaux sociaux des gens réclamer le CAPA parce que c'est par le CAPA qu'on peut devenir avocat. Absolument. Donc, s'il n'y a pas de concours, naturellement, il y a problème. Et ce problème-là, ce sera un problème à résoudre, un problème prioritaire pour Maître Messan en tant que bâtonnière de l'ordre. Et elle représente l'institution, en fait. Donc, elle doit se battre pour que l'organisation du CAPA soit effective. D'accord. C'est votre avis? Bon, sur la question, je les rejoins un peu. Et Isabelle a donné des chiffres. 553 avocats pour près de 30 millions d'habitants. Moi, je regarde même le ratio. Ça fait environ un avocat pour 54 250 personnes.
c'est vraiment grand. Dans ce moment-là, lorsqu'on suspend le CAPA pendant des années, parce que c'est ça, il faut noter que ces dernières années, le CAPA a été suspendu. Cette année, ça a été repris. Mais on espère que les autres années, ça va suivre. Mais je veux aussi insister sur le coût des prestations même des dossiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'assistants, beaucoup d'assistants juridiques. Les clients sont là, mais il n'y a pas d'avocat. Ce n'est pas par non-envie de prendre un avocat, mais parce que les gens n'ont pas les moyens. La raison, c'est que les avocats, leurs prestations coûtent cher. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure du pro bono. Est-ce que dans cela, parce qu'il y a des questions des femmes, des jeunes filles et autres, est-ce que les avocats aujourd'hui, parce que c'est aussi leur rôle d'assister gratuitement, on appelle ça les dossiers pro bono, est-ce qu'ils les prennent il faut qu'elles travaillent à cela. Il ne s'agit pas de voir du business seulement, parce qu'eux aussi sont des avocats de la société. Il faut qu'ils assistent les gens et de temps en temps prendre des dossiers qui ne rapportent pas grand-chose, mais qui sont nécessaires. Non, mais en fait, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Donc, si encore ils doivent s'atteler à faire du pro bono, ça peut être un peu compliqué. Mais après, le pro bono, c'est une Ah. mission de société. Après, oui, non, mais... Oui, vas-y. Après, à ce titre-là, je pense qu'il faut pouvoir accompagner tout le monde, toute personne en fait, qui est justiciable. Ce n'est pas que les personnes fortunées de la cité, si je peux employer les termes de Barry, qui doivent avoir accès à la justice. Et justement, la justice est là pour ça. C'est pour ça qu'on demande en fait, que l'assistance judiciaire soit rendue en fait, effective à travers le mandat de maître loin. Enfin, D'accord. Son mandat prend effet donc, à partir de 2024, hein, il faut le préciser. C'est cela. D'accord. Pêle-mêle, hein, vous avez décliné ce que vous attendez d'elle, hein, qui lui demande de se pencher donc, sur la question des féministes. Quand je dis féministe, c'est la question des droits de la femme quand même, hein, les femmes battues, dans cette société. Mais elle est venue aussi pour mettre de l'ordre, je le disais tantôt, dans l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire, donc au niveau donc, de cet ordre. Qu'est-ce qu'on a à leur reprocher? Après, Eman, en fait, tout à l'heure, parlait du coût des prestations. Ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc déjà, je pense que je l'ai dit enfin, tout à l'heure, permettre aux gens de savoir qu'ils peuvent saisir enfin, un avocat lorsqu'ils doivent rester en justice. Parce qu'on le sait, hein, les tractations au sein de notre système judiciaire sont compliquées, ce qui fait que parfois, certaines personnes, quand elles saisissent la justice, méconnaissant en fait, le système, enfin, ne vont pas au bout de leur procédure. Donc je pense qu'il y a tout cela. Il y a également redorer l'image, ou sinon la figure enfin, de l'avocat en Côte d'Ivoire. Donc il y a toutes ces questions-là. Paris. Moi, je pense que Maître Messan a du boulot, comme on aime à le dire, elle a du boulot parce que, comme Herman et ma collègue le disaient, il y a beaucoup de problèmes qui sont dénoncés ça et là par les citoyens. Et il y a aussi la représentation sociale de l'avocat dans la société. Comment les citoyens eux-mêmes perçoivent l'avocat. Naturellement, pour certaines communautés, par exemple conservatrices, les avocats ont une représentation un peu négative. Donc, elle a une responsabilité, elle et son équipe, de faire en sorte qu'il y ait un lien entre les populations qui sont naturellement les bénéficiaires des prestations des avocats dans le cadre des procédures judiciaires et les avocats à travers l'institution qu'est l'ordre des bâtonniers. D'accord. L'ordre des avocats. L'ordre des avocats. Cet homme arrive, hein, on va dire, à la tête de l'ordre, hein, à partir de 2024, il faut le préciser, mais que sait-on d'elle? Quelles sont ses forces? Que sait-on d'elle? Mais la dame, cette dame-là, elle a été, comme je dis, en 1996, c'est là qu'elle a prêté serment. Très bien. Donc, elle a été, actuellement, elle est secrétaire, elle a été secrétaire de l'ordre du bâtonnier de Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, ce n'est pas une femme qui est méconnue des dossiers de l'ordre. Donc, elle sait exactement les missions dans l'ordre. Ouais, elle a été secrétaire de l'ordre des avocats, mais actuellement, elle gère la commission solidarité. Elle gérait la commission solidarité avant son élection en tant que dauphin. Donc, comme c'était l'année prochaine qu'elle va prendre la fonction, elle va continuer sa mission de gérer la commission solidarité. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas les dossiers. Elle sait que c'est comme leur corporation. Elle connaît elle a eu à effectuer plusieurs missions pour l'ordre. Donc, ce n'est pas une nouvelle. Ils ont juste pris quelqu'un qui maîtrise déjà. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde le nombre
de suffrage. On sait que tout le monde lui a accordé cela parce qu'on sait qu'elle maîtrise plus ou moins les questions qui attendent lors des avocats. D'accord. Il faut le rappeler, hein, elle incarnera donc à partir d'octobre, précisément 2024, le nouveau visage du barreau en Côte d'Ivoire en tant que bâtonnière. Il faut le préciser, et ça c'est à féliciter. On espère qu'elle va arriver donc au bout de ses missions donc pour satisfaire tous les avocats de Côte d'Ivoire, même ceux qui ont besoin d'avocats. Et elle permettra certainement donc de ramener le CAPA pour avoir plus d'avocats. Hein, je dis, le ratio, il y a un déséquilibre qu'il va falloir rectifier au fil des ans. Donc félicitations, Maître Florence Louane. Et puis, bon vent à vous dans votre mission. Poursuivons cette émission avec Ça fait l'actu, un autre sujet. Alors, coup d'État au Niger, jusqu'où ira la CEDEAO pour rétablir Mohamed Bazoum? Est-ce qu'on peut faire l'état des lieux en ce moment? Donc, la CEDEAO a tenu donc, sa réunion extraordinaire. Qu'est-il sorti de cette réunion? Non, la CEDEAO... J'attends que vous soyez réactif. N'attendez pas que j'interroge comme en classe. Moi, monsieur, non, soyez réactif. La CEDEAO donc, a tenu sa réunion hier. Donc, c'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui est la question essentielle à l'ordre du jour, c'est la situation au Niger. Très bien. La CEDEAO qui ne reconnaît pas la démission du président Mohamed Bazoum, la CEDEAO qui promet une intervention militaire au Niger si jamais l'agent au pouvoir depuis quelques jours ne rend pas le pouvoir. Bon, donc il y a plein d'autres décisions qui ont été prises, mais bon, on peut peut-être en débattre autour de cette table. Est-ce que, pour une fois, la CEDEAO pourra aller jusqu'au bout ou à chercher à rétablir l'ordre constitutionnel? C'est la question qu'on peut se poser. Elle se positionne contre les coups d'État maintenant donc, au sein de la CEDEAO et elle décide de prendre position pour les présidents donc, déchus, donc sortis du pouvoir par la force. Et la CEDEAO donne l'ordre à la junte militaire de quitter le pouvoir pour rétablir l'ordre institutionnel. Quel commentaire? C'est pas la première fois que la CEDEAO en fait condamne des coups d'État. Je pense que déjà dans la sous-région, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a déjà eu plusieurs coups d'État. Récemment, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, etc. Mais finalement, quel est le véritable rôle qu'a joué la CEDEAO jusqu'à présent? Moi, j'ai envie de dire, c'est communiquer sur communiquer, il n'y a pas de véritable en fait, action. Donc j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, elle va pouvoir mener des actions crédibles sur le terrain parce que c'est sa crédibilité qui est finalement engagée sur ce dossier-là. Et je pense qu'elle va montrer en tout cas un visage beaucoup plus ferme et décidé. Donc je pense qu'ils ont parlé lors du sommet d'intervention militaire. J'aimerais voir en tout cas jusqu'où en fait ça va aller. Avec un ultimatum. Exactement. Donc ils ont laissé une semaine donc, aux putschistes de pouvoir redonner le pouvoir d'État à Mohamed Bazoum. Donc j'espère en tout cas que ça va être effectif. Si ce n'est pas le cas, on verra par la suite ce que ça va donner. Après, on parle d'intervention militaire, mais faut savoir qu'une intervention militaire, ce n'est pas illico, en fait. Ça ne se fait pas de manière en fait, express. Quel contingent va représenter la force de la CEDEAO quand on sait que la CEDEAO n'a qu'envoyé enfin des forces militaires depuis les années 90 avec ECOMOG en fait au Libéria. Et quand on sait également que le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont touchés par le terrorisme, le Nigeria également a le nord enfin, de son territoire qui est touché par le terrorisme, le Bénin aussi. Est-ce qu'on ne va pas créer en fait une Libye bis en Afrique de l'Ouest en allant en fait, comment on dit ça, intervenir au Niger pour pouvoir, comment dirais-je, déloger les putschistes. Parce que de toutes les manières, quand il y a un désordre enfin, politique ou un désordre enfin, au niveau de la sécurité, ça profite, comme on va dire ça, au développement du terrorisme enfin, transnational. Donc il y a également ces questions-là qu'il faut sous-peser. Et après, qui gère la reconstruction post-conflit, qui gère en fait la question humanitaire, quand on sait que déjà les différents partenaires techniques financiers tels que la France, l'Union européenne, les États-Unis ont suspendu en fait l'aide au développement au Niger. Donc, faut mettre la pression donc, sur oui, et même le pour aller plus loin, ils ont suspendu la desserte de carburant, ils ont suspendu aussi la fourniture d'électricité. Donc moi, je pense que l'impact va se ressentir au niveau des populations et c'est totalement aberrant. Je veux dire, on est en 2023, on ne peut plus accepter en tout cas qu'on puisse subir en tout cas des coups d'État.
Après, parce que par la suite, que ce soit en termes d'intervention militaire ou en termes d'accompagnement qui va être fait au niveau de la CEDEAO, qui va payer en fait? Ça va être le contribuable, voilà, les populations. D'accord, Barry. Moi, je pense que la CEDEAO est dans son rôle. Parce qu'il y a un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui avait été signé en 1999. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, le premier pays à avoir subi les conséquences de ce protocole-là, c'était la Côte d'Ivoire avec le coup d'État du 24 décembre 1999. Donc la CEDEAO ne fait rien d'exceptionnel. C'est le rôle de la CEDEAO qu'on voit là, c'est-à-dire condamner. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Il y a un panel de solutions qui est proposé. On ne propose pas directement l'intervention militaire, mais on la propose comme une solution sur la table. C'est le dernier recours, comme on aime à le dire. Mais en réalité, la CEDEAO est même intervenue il n'y a pas trop longtemps en Gambie. Le président Yahya Jammeh a refusé de reconnaître sa défaite aux élections. Il a voulu confisquer le pouvoir. Et à l'époque, la CEDEAO a mobilisé une force militaire à la frontière. C'est vrai que l'exercice martial n'a pas été mise en action parce qu'à la dernière minute, il y a eu une négociation menée par le président Alpha Condé qui avait abouti à la reddition du président Jammeh. Toujours est-ce que depuis Ecomog, on n'a jamais eu donc, les forces de la CEDEAO entrées en combat contre des putschistes. Après, je pense qu'il faut tenir compte aussi, l'exemple gambien il est bien, mais il faut tenir compte aussi de la position géographique et géopolitique. La Gambie, c'est un État qui est à l'intérieur de la Guinée, à côté, du Sénégal. Donc, c'est encore plus facile de poster en fait, des forces en fait, aux frontières en fait, gambiennes. Mais le Niger, on parle d'un État qui est vaste, en fait, qui a plusieurs frontières et qui est sous la menace terroriste. En fait. Donc, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir intervenir militairement en prenant en compte en fait, cette dimension-là? Et aussi, tout à l'heure, Isabelle parlait de menaces en fait, commerciales, de menaces économiques, mais on a à côté, il ne faut pas occulter qu'on a à côté le Burkina Faso et le Mali, qui sont des États putschistes qui, entre guillemets, ont prêté allégeance en fait, à la Russie. Donc, est-ce que ces sanctions-là même auront vraiment effet sur la junte en fait, nigérienne? C'est vraiment une question qu'on se pose. Pour ajouter à ce que Désiré dit, c'est que le Niger, c'est plus d'1,2 million de kilomètres-carrés. La Gambie, c'est juste un filon dans le Sénégal. Ce n'est pas pour insulter ce pays. Mais à côté de cela, il ne faudrait pas occulter... La situation n'est pas le même contexte. Aujourd'hui, il y a des coups d'État qu'on a déjà vus. Moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce que, pour cette fois-ci, la CEDEAO est aussi ferme? Qu'est-ce qu'il y a au Niger dont les Nigériens même n'ont pas connaissance, qui intéresse tant et les pays de la CEDEAO et leurs partenaires internationaux qui suscitent cette envie-là d'intervenir. Parce que quand on regarde le communiqué, je vais terminer. Quand on regarde le communiqué, c'est un communiqué militaire, un communiqué martial. Ça veut dire que si vous n'acceptez pas, voici ce qui va vous arriver. Mais quand vous lancez cela, par exemple, qu'est-ce qui adviendra pour le chef de l'État, le président qui est encore aux mains de putschistes, et même de sa famille et des proches, les autres membres du gouvernement? Le contexte, moi, je pense que c'est un grand coup de bluff que la CEDEAO fait. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas le faire, parce que le Nigeria, par exemple, qui a la tête, qui est la présidence de la CEDEAO, on sait que son expérience en termes militaires. D'accord. Peut-être le Nigeria seul pourrait envoyer le contingent? Pourrait le faire, mais est-ce que le Nigeria va le faire? Moi, j'entends de voir la fin d'une semaine pour voir. Barry réagit. Moi, je pense que dans un premier temps, d'abord, il faut spécifier les choses. Un problème politique se résout par des mesures politiques. Un problème qui concerne l'armée peut être résolu par une voie militaire. Mais comme je l'ai dit, la CEDEAO pose le problème de l'intervention militaire en dernier recours. On leur donne un ultimatum pour régler le problème. Il faut que nos armées comprennent que l'État, c'est un système. Dans le système, il y a des institutions et chaque institution a son rôle. L'armée, son rôle, c'est la défense de l'intégrité territoriale. Ce n'est pas faire la politique. Ce n'est pas la conquête du pouvoir politique. Donc, à partir du moment où l'armée intervient dans le champ politique, on est face à une situation de pathologie sociale. Et ce qui peut mettre à mal la cohabitation même entre les institutions qui composent le système politique. Donc, ce que je puis dire encore, c'est que même au sein de l'armée nigérienne, pour assurer Herman, il y a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ou hier, il y a eu un communiqué du CNSP accusant le commandant de la garde nationale, qui est une unité militaire de l'armée nigérienne. Ils ont accusé le commandant de la garde nationale d'avoir tenu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères
Assimi Massaoudou pour demander à la France d'intervenir. Ça, c'est un communiqué officiel du CNSP. Ça veut dire qu'au sein même de l'État, de la junte militaire, il y a des dissensions. Et quand vous verrez que quand le deadline va approcher, beaucoup de choses vont s'éclaircir. Parce que quand on va annoncer l'opération militaire, c'est clair qu'il y a des militaires qui seront républicains, qui ne sont pas forcément d'accord avec le commandant de la garde présidentielle. Donc, il faut que nous, en tant qu'Ouest-Africains, on puisse comprendre que nos armées ne sont pas créées pour faire la politique. Dans la société, il y a des acteurs précis qui sont faits, qui sont là, qui doivent jouer le rôle d'acteurs politiques dans le système politique. Les militaires doivent retourner dans leur caserne parce que c'est leur rôle, c'est pourquoi on les paye. Ils sont recrutés pour la défense de l'intégrité territoriale. Ils ne sont pas recrutés pour faire la politique. Personne ne fait l'apologie de coup d'État. Ici, c'est anticonstitutionnel, c'est antidémocratique, tout le monde condamne. Et après, l'autre question, c'est l'impact de ces sanctions de la CEDEAO en fait, sur les populations. C'est vrai que c'est bien de prendre des sanctions, c'est bien de dire en fait, on suspend en fait, toute relation commerciale et économique avec le Niger. Mais il ne faut pas oublier que le Niger fait partie des pays les plus pauvres au monde. Il y a la situation des femmes qu'on n'évoque jamais, en fait. La CEDEAO n'évoque jamais la question des femmes dans leur communiqué. Ce serait bien, en fait, en raison de la résolution 1335 des Nations Unies, de prendre en question aussi la part des femmes, parce que déjà la situation des femmes, en fait, au Niger laisse à désirer. Et avec les seulement quelques jours enfin, de prise de pouvoir de la junte, en fait, elles subissent. Il y a eu un communiqué de plusieurs organisations de défense des droits des femmes en fait, au Niger concernant la situation des femmes. Donc, on attend aussi la CEDEAO en fait, sur ces questions-là. Peut-être qu'un jour, avec une femme à la tête du Niger, les coups d'État vont cesser. Je veux dire qu'à ce niveau, ce sont des questions politiques que vous posez. La question des femmes, la question du climat, la question de la famine, ce sont des questions politiques. Et ce ne sont pas les militaires qui sont habilités pour gérer ces questions. Ce sont les acteurs aujourd'hui justifient, en fait, en tout cas au niveau de la sous-région, tous ceux qui ont mené les coups d'État justifient leur putsch par le fait qu'il y avait une mauvaise gouvernance sécuritaire. Donc, de fait, il faut que des militaires viennent au pouvoir pour pouvoir résorber en fait la question. Oui, parce que pour ajouter un peu à ce qu'Isabelle dit, pourquoi on ne regarde pas les causes qui amènent au coup d'État et tout de suite, on veut... Aujourd'hui, il y a le plus grand prétexte que prennent les militaires pour justifier leur coup d'État, c'est quoi? C'est la situation des populations. Voilà pourquoi hier, on a assisté à des mouvements, des manifestations de soutien aux putschistes. Non, pour continuer. Prenons par exemple à Arlit, vous connaissez bien les questions environnementales et sanitaires, que la présence de l'activité d'extraction de l'uranium cause aux populations. Il y a des enfants qui sont déformés. Ça, vous devez le savoir, M. Barry. Il y a que les populations ont des cancers. On a parlé de 20 millions de tonnes d'éléments radioactifs. Mais toutes ces questions-là, pourquoi vous pensez que quand les populations voient cela, pendant ce temps, l'uranium dont le Niger est le 4e pays producteur mondial ne bénéficie pas, ne profite pas aux Nigériens, mais ce sont des prétextes que prennent les militaires pour faire des putschs. C'est pas cela qui justifie. Pendant que c'est la garde présidentielle qui a fait ce coup d'État. Mais la garde présidentielle, ce sont des personnes recrutées par le chef d'État, généralement, qui sont dans l'entourage du président de la République. Après, de toutes les manières, l'expérience nous montre depuis ces 10 dernières années-là que tous ceux qui sont venus au pouvoir en fait, par les armes en fait, n'ont vraiment rien apporté enfin, à leur population. On a l'exemple de la Guinée, on a l'exemple du Burkina Faso, du Mali et maintenant en fait, le Niger. Il faut bien se demander après quelles seront finalement les retombées de ce coup d'État-là et surtout qu'on a un peu depuis un moment, en fait, je ne sais pas si on va parler de nouveaux Colombiens, nouveaux en fait, partenaires politiques de toutes ces putschistes-là qui représentent la Russie. À quoi va ressembler les prochaines relations en fait, internationales entre la Russie et ces pays-là? Vous citez Russie une fois, deux fois, trois fois. Je peux même citer la Russie. Quand on a vu le président Ibrahim Traoré, le président burkinabé, le chef d'État burkinabé, lors de la réunion bilatérale avec le président de la Russie, Poutine, il a même plaidé le cas du Niger, des putschistes au Niger. Ça veut dire que très vite, ils ont pris. Et lors des manifestations, on a vu des drapeaux russes qui ont été Finalement, brandis. j'ai envie de me poser la question, à qui profitent les coups d'État dans la qui sous-région? profitent les coups d'État, c'est une question qui peut-être va rester en suspens. On pourra en discuter je veux dire, rapidement. Pour rebondir à ce qu'Herman a dit sur les Arlit et le minerai, l'uranium, je pense que c'est un problème qui revient depuis 1974.
le lieutenant-colonel Séni Kounché avait évoqué les mêmes problèmes C'est quand en en presse à 1974 Rassurez-vous, pour chers renverser amis, le régime on aura l'occasion de revenir sur ce sujet qui est encore d'actualité dans nos prochaines éditions donc, du Talk. On va marquer une pause là, on se retrouve dans pas longtemps. Restez avec nous. Vous regardez la télé utilement quand vous êtes sur Live TV, la télé sans filtre, et surtout quand vous regardez le Talk avec l'équipe qui est là pour vous servir. Herman Aboua, Désiré, Dénéo, Barry, il est là, Abdourahmane. Et puis Isabelle Vauvor est avec nous. Merci de regarder cette émission. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau pour discuter avec notre invité du jour. Les résultats du bac sont sortis. Il n'y a pas longtemps, ceux qui ont réussi au bac, ils sont heureux. Mais bon, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est la question de l'orientation. Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise des journées d'orientation des bacheliers. Pour en parler et puis répondre à plusieurs questions, donc, sur ce plateau, nous avons notre invité, M. Abdoul Maïga, directeur des services d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'être avec nous, je précise, directeur des systèmes d'information au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, monsieur le directeur. Merci. D'accord. À quoi répond, bien sûr, cette journée d'orientation organisée par le ministère ? Merci. La journée d'orientation du bachelier répond à la problématique de donner l'information vraie aux bacheliers qui quittent un système pour un nouveau système. Donc, c'est de leur donner l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour faire une bonne orientation. Très bien. Voilà. Et bon, j'ai tout de suite envie de demander, généralement, il y a quelques contestations après les orientations. Souvent, des nouveaux bacheliers estiment que leur filière de prédilection, ce n'est pas là-bas qu'on les a mis. Comment est-ce que vous expliquez cela? Et comment ça se fait concrètement, le process d'orientation? Alors, le processus d'orientation, il est vraiment très simple. C'est qu'on a une plateforme qui est dédiée à l'orientation. Lorsque vous avez le bac, vous allez sur la plateforme, vous faites vos choix. Donc, il y a deux grandes parties. Vous avez les établissements publics, les universités publiques. Donc, vous faites les choix en fonction de votre série du bac. Parce que la filière que vous voulez faire dépend de votre série du bac. Donc, en l'occurrence, vous avez trois choix. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Ensuite, dans les établissements privés, les universités privées, grandes écoles privées, vous pouvez faire soit un BTS, un brevet de technicien supérieur, ou une licence professionnelle dans une université privée. Donc, vous faites également trois choix, dans l'ordre de préférence. Et puis ensuite, la commission d'orientation s'est réunie et regarde les critères d'orientation dans ces filières. Je donne un exemple simple. Pour être orienté, par exemple, en mathématiques et informatique, il y a des critères à respecter. Notamment, vous devez avoir obtenu 12 en mathématiques, 12 en sciences physiques, etc. Donc, la commission va regarder ceux qui ont demandé à être orientés dans cette filière. Est-ce qu'ils remplissent ces critères? Ça, c'est le premier filtre. Donc, ceux qui ne remplissent pas les critères ne vont pas être retenus. Ça, c'est tout simplement. Deuxième filtre, c'est que si ceux qui remplissent les critères sont 500, alors qu'à l'université des Cocody, par exemple, où il y a cette filière, on a une capacité d'accueil et d'encadrement de 300 apprenants, on ne peut pas envoyer les 500 personnes. Donc, on va regarder, on va faire un classement de ces 500 personnes par ordre de mérite. Et on va prendre les 300 premiers qui vont être affectés. Évidemment, celui qui vient à la 400e place ou à la 500e place ne va pas être content parce qu'il aurait voulu être envoyé dans cette filière. Quelle est la solution pour lui? La solution pour lui, c'est de choisir une autre filière. C'est pour ça qu'il fait trois choix, par ordre de préférence. Donc, on a le premier choix qui va être analysé. S'il ne remplit pas les critères, on passe à son deuxième choix. S'il ne remplit pas les critères, on passe à son troisième choix. S'il ne remplit pas les critères au niveau public, ou même s'il remplit les critères et qu'il n'est pas parmi les meilleurs, qu'il n'y a pas suffisamment de place, on passe au niveau de ses choix dans les établissements privés, qu'on va analyser également par ordre de préférence. C'est pour ça qu'il est important pour le nouveau bachelier de s'informer sur les critères d'orientation, sur les universités, les offres de formation des universités, pour faire un meilleur choix. Ça veut dire quoi? Si vous, par exemple, vous avez un bac avec un fort potentiel en lettres, vous avez des très bonnes moyennes en français, en anglais, etc., et puis vous n'avez pas de bonnes notes en mathématiques, par exemple, mais vous décidez quand même de choisir en premier choix la filière mathématiques et informatique. C'est clair que vous faites
un mauvais choix qui va vous pénaliser. Donc, votre premier choix, vous n'allez pas être pris dans ce premier choix. Donc, vous avez gaspillé, en fait, en quelque sorte, une cartouche. Mais on parle quand même de plus de 100 000 bacheliers. Est-ce que le ministère va finalement réussir à pouvoir tous les orienter? Absolument, c'est la moyenne depuis quelques années. On est autour de 100 000 bacheliers par année. Et tous ceux qui font la demande d'être orientés sont orientés. Je rappelle que depuis que le président Ouattara est arrivé au pouvoir, on a maintenant 8 universités publiques. 8 universités publiques et on va ouvrir bientôt l'université de Bondoukou à la rentrée prochaine avec 510 bacheliers qui vont être orientés à cette université, avec une excellente, enfin, c'est un joyau cette université, pour laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adama Diawara, s'est battu pour que l'université puisse ouvrir en octobre prochain. Et ce sera le cas avec l'école d'architecture et d'urbanisme, qui est un joyau. Et je rappelle que les étudiants étaient obligés d'aller dans d'autres pays pour faire, comme par exemple à Lomé, pour faire l'architecture. À partir de cette année, ça va être possible ici. Justement, en s'agissant de la nouvelle université de Bondoukou, est-ce que ce serait effectif, la rentrée? Et aussi, comment est-ce qu'un étudiant peut s'y prendre s'il veut faire des études d'architecture et d'urbanisme? Et comment est-ce que l'orientation se fait dans cette université? Est-ce qu'on a tenu compte de l'appartenance géographique, c'est-à-dire appartenir à la région du Gontougou ou l'autre région en fait à côté, l'Indélé du Hablien, où je peux être à Boaké ou sinon être à Sassandra et être orienté à l'université de Bondoukou? Et surtout, est-ce qu'il y a une cité universitaire? Ça, c'est une très bonne question. Alors, comme j'ai dit, le ministre, il s'est battu. L'université va ouvrir en octobre. On a vu dans les images, le ministre a fait des visites sans prévenir même les opérateurs qui ont en charge de la construction pour leur mettre la pression, pour que l'université puisse ouvrir. Donc, je peux vous garantir que l'université va ouvrir en octobre. D'accord. Et on connaît exactement le nombre de personnes qu'on va retenir. C'est 510 apprenants. 510 apprenants. On a déjà recruté les enseignants qui vont enseigner dans cette université. La commission vient de se tenir. Les résultats ont été publiés. Les docteurs qui vont enseigner là-bas ont déjà été recrutés. Ils font partie de ceux qui se plaignent habituellement. Euh, Ou c'est juste ceux qu'on déplace certains? Alors, question. c'est un concours de recrutement. C'est un concours. Ceux qui ont compétit, on a choisi les meilleurs. Parce que quand même, on veut donner une formation de qualité à nos jeunes. Donc, pour aller à l'université de Bondoukou, on ne tient pas compte de votre région d'origine. Toutes les universités en Côte d'Ivoire sont ouvertes à tous les apprenants. Il faut être passionné de la filière que vous voulez faire. Et l'université de Bondoukou qui ouvre cette première année a une cité universitaire. D'accord. Les 510 apprenants seront logés en cité universitaire. Alors, il y a 5 UFR et il y a une école d'architecture et d'urbanisme. Comment on fait pour entrer? L'école d'architecture et d'urbanisme, ça va être très sélectif. Donc, comme je l'ai dit, il y a 30 places pour former des architectes et 30 places pour former des urbanistes. Donc, ceux qui vont postuler à ces différentes formations, on va faire un classement. Les 30 meilleurs vont être retenus à l'école d'architecture. Les 30 meilleurs qui vont choisir l'urbanisme vont être retenus pour faire la formation d'urbaniste. Et puis ensuite, il y a 5 autres filières qui vont ouvrir à l'université de Bondoukou, architecture d'intérieur et autres. Voilà. D'accord. En Barry, tant que Barry, j'ai une on va question. permettre à Barry Oui, de allez, poser une question. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai 2 questions pour vous. La première question, c'est est-ce que il y a de nouvelles formations qui ont été créées cette année pour l'année académique à venir? Et la deuxième question, c'est la gestion des permutations. Parce que généralement, on se retrouve avec des élèves qui n'ont pas la bonne information au départ, qui choisissent des filières et après ils se rendent compte à l'université qu'ils n'ont pas les aptitudes ou ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Donc ils sont là, ils cherchent à permuter. Et généralement, ça n'aboutit pas. Donc qu'est-ce que le ministère a pris comme mesure pour pallier à ces difficultés que rencontrent les étudiants au quotidien dans les campus? Bien, parlant de nouvelles formations ouvertes, oui, je viens de le dire, à l'université de Bondoukou, c'est des nouvelles formations. Architecture, ça n'existait pas. Il fallait aller à l'extérieur. Urbanisme, ça n'existait pas. Architecture d'intérieur, ça fait partie des nouvelles formations qui vont ouvrir. En un mot, toutes les formations ouvertes à l'université de Bondoukou sont des nouvelles formations. D'accord. Voilà. Donc, on a par exemple génie écologique et aménagement du territoire qui ouvre une licence. On a métrologie et assurance qualité qui va ouvrir, qui n'existait pas dans nos universités. On a le parcours d'orthophoniste.
Donc, il y a quelque chose de très important maintenant avec l'éducation des enfants, etc. On a un parcours qui se nomme politique, sécurité et géostratégie. Très bien. Donc, qui ouvre également à l'université de Bondoukou. Donc, voici les 5 filières. Monsieur Maïga, Oui. ce lundi, justement, le ministère a procédé au lancement du BTS au lycée classique et on a pu constater qu'il y a eu des candidatures rejetées au sein en fait, des candidats. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que ces candidats-là arrivent à passer entre les mailles du filet Pour avec... préciser, candidature refusée pour faute de bac. Faute de bac. Faute de Comment bac, ils arrivent à passer entre les mailles du filet et Arrive jusqu'au BTS. jusqu'au BTS en fait? Déjà, ce n'est pas le sujet du jour. Je vais déjà répondre à la question voilà, qui a été posée sur les passerelles. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le système LMD, on a ce qu'on appelle la mobilité des étudiants. Un étudiant qui commence un parcours, à un moment donné, peut changer de parcours. Il y a une procédure pour ça. Ok. Il faut suivre la procédure. Lorsque vous allez dans une autre université, dans un autre parcours de formation, il faut faire ce qu'on appelle une demande d'autorisation d'inscription dans ce parcours. D'accord. Et on ne peut pas accepter tout le monde parce qu'il y a une capacité d'encadrement. D'accord. Mais ça se fait. Chaque année, il y a des étudiants qui quittent le BTS parce qu'ils ont leur BTS pour venir à l'université. Il faut une équivalence, une autorisation d'inscription. On prend un certain nombre. Il y a des gens qui quittent un parcours pour aller dans un autre parcours. Ça, c'est tout à fait faisable. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour permettre cela. D'accord. Et La je- question je- posée est je- une question très Voilà. importante. Pour revenir à la question. Parce que c'est un Je sujet pense que- d'actualité. Oui, je pense mais, que le ministre a mais fait le une monsieur, sortie monsieur ce le ministre a matin. répondu à cette question. Donc, donnez-nous plus d'informations Après, on va là-dessus. avoir quand même l'aspect technique. En fait, vous voyez, monsieur le directeur, L'aspect comment ils technique, arrivent à passer entre les mailles Ils ne passent du pas par les filet? mailles du filet, puisqu'ils n'ont pas pu composer. Non, mais Ils sont déjà, restés dans le système jusqu'au BTS. Non, ils ne sont pas restés dans le comment système jusqu'au ils restent BTS. Leur candidature a été rejetée depuis le départ. Candidature au BTS, on est d'accord? Au BTS, Mais ils, oui. peuvent- non. ils ont pu faire quand même la première année. première, La première année, la deuxième deuxième année année, avant le BTS. Non, je vous explique. Ok. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui, dire qu'il veut s'inscrire à l'examen du BTS. On peut être candidat officiel comme on peut être candidat libre. Vous êtes libre, après avoir fait une formation, de venir passer l'examen du brevet de technicien supérieur. C'est que le ministère vous demande. Vous devez justifier que vous avez été préparé à cette formation. En quoi faisant, par exemple? En produisant, par exemple, le baccalauréat, et après le baccalauréat, produisant un certificat de scolarité durant 2 années de préparation. Donc, vous déposez ces documents-là, et le ministère analyse et valide votre candidature. À l'analyse de votre dossier, si on se rend compte que le bac que vous produisez n'est pas un vrai bac, votre candidature est rejetée, tout simplement. C'est ce que le ministère a fait. Donc, je veux dire que c'est l'ordre normal des choses, en fait. Quel est le vrai chiffre? Puisqu'on a vu Il y dans a- sur les il y a réseaux une sociaux polémique 3000. sur, Et il y a sur combien le de nombre, personnes? C'est quoi le C'est quoi le chiffre vrai Ils le sont- chiffre ils sont officiel? combien? Parlez pas tous ensemble. Un à la fois. Non, ce n'est pas 3000. Le ministre a donné le chiffre, c'est 1100 et quelques. Ok. Voilà. Maintenant, pour Donc, revenir à ma question, oui. parce que vous êtes le DSI, D'accord, donc c'est ça. vous gérez le service informatique, j'imagine. Aujourd'hui, il y a quand même, dans certains établissements, certaines universités privées ou établissements privés, qui se plaignent qu'on ne oriente pas suffisamment, enfin qu'on ne oriente même pas des étudiants dans leur établissement, alors qu'ils respectent, ils ont un plateau technique pour. Pendant qu'il y a d'autres établissements qui font le plein. Est-ce qu'au niveau du système d'orientation, comme c'est un fichier informatique, il n'y a pas un problème à ce niveau? Comment est-ce que vous allez faire pour répartir suffisamment, Ou peut-être de façon équitable. régulièrement, de façon équitable Le problème, il est très simple. La première des choses, déjà, c'est que le ministère respecte les choix des apprenants. Quel que soit votre plateau technique et tout ça, in fine, c'est l'étudiant qui décide d'aller chez vous. S'il décide de ne pas y aller, qu'est-ce que le ministère peut faire? Donc, tout dépend des performances de l'établissement, de son attractivité vis-à-vis des bacheliers. Donc, je l'ai mentionné tantôt, l'étudiant lui-même fait le choix de ses filières et de ses établissements. Ce n'est pas le ministère qui fait le choix. Le ministère fait un arbitrage, mais on ne peut pas obliger des étudiants à aller dans un établissement qu'ils ne veulent pas. La preuve, même lorsqu'on fait un arbitrage, quand on dit que le premier choix, ce n'est pas possible, le deuxième choix, ce n'est pas possible, on te met dans ton troisième choix, tu as une voie de recours. Tu peux dire non, moi je ne veux pas y aller, moi je vais aller dans l'établissement X. Tu l'assumes, tu y vas. D'accord. Justement, Abderman. Donc à ce avait niveau, une il n'y a question vraiment pas de problème. concernant ces étudiants qui ont choisi une filière. permutations. Oui. Je disais que quelles sont les mesures qui avaient été prises par le ministère pour pallier aux difficultés liées aux permutations? Pas seulement. Là, je te ramène la question que tu posais donc hors antenne.
Alors, des étudiants ont choisi une filière, mais sont orientés ailleurs. Oui, effectivement, on a eu, par exemple, au cours de notre parcours académique, Très bien. à croiser des étudiants qui avaient fait le bac C en sociologie, par exemple, ou en histoire. Il y en a eu. Donc, je veux savoir, est-ce que le ministère a pris des résolutions par rapport à ça? Ce que je peux dire, l'orientation, c'est un projet personnel. Celui qui a le bac, il construit son projet, projet professionnel, projet personnel, projet académique. Et le ministère n'interfère pas dans cela. Le ministère fait un arbitrage. Parce que nos universités ont des capacités d'encadrement, capacités d'accueil. Bien. Il est arrivé qu'on ait des étudiants qui ont un bac C, qui sont allés s'inscrire en licence de musique et musicologie. Okay. Le rôle du ministère n'est pas de l'empêcher de le faire. C'est un parcours de formation que nous offrons. S'il a un bac C qui l'autorise à faire ce parcours et qu'il veut le faire, le ministère n'interfère pas là-dedans. Mais si je comprends bien, Barry, c'est que le cas qu'il présente, il y a que ces étudiants qui étaient dans ce parcours-là étaient forcément mécontents. N'est-ce pas cela? Oui, il y en a qui n'étaient pas contents. Que répondez-vous? Cela n'existe pas. En tout cas, dans les universités publiques, ça n'existe pas. Pourquoi? Je vous explique. C'est quelque chose qui est factuel. On a toujours dans les universités publiques plus de demandes que de places. Donc, comment vous voyez le ministère? On a un parcours avec 100 places disponibles. On a 500 demandes. On va laisser ces 500 personnes aller prendre quelqu'un là-bas qui n'a pas demandé et le forcer à venir alors qu'on a la pression de ces 500 personnes qui veulent rentrer. Ça n'a pas de sens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je viens d'expliquer le mécanisme. Vous avez un premier choix à faire. Il faut le faire de façon judicieuse parce que le nombre de places n'est pas illimité. Il y a un classement qui va se faire à la fin. Vous avez un deuxième choix à faire, etc. Il peut arriver que ces personnes, c'est leur troisième choix. Ils sont mécontents parce que c'est leur troisième choix. Mais encore une fois, personne n'a fait ce choix à leur place. Dans les universités publiques, ça n'arrive jamais qu'on envoie un étudiant dans un parcours qu'il n'a pas choisi. C'est impossible. Et qu'en est-il des filières, par exemple, qui aujourd'hui, il est difficile en fait d'avoir un emploi, comme par exemple la criminologie, ceux qui ont endossé donc la... Même le RHCOM, voilà. pour les établissements privés. C'est large tout ça. Hein. Oui. Les questions sont Est-ce que la problématique de l'adéquation formation-emploi est aujourd'hui résorbée, où on y travaille, ou alors à quel pourcentage sommes-nous, qu'on puisse avoir une situation un peu globale de la question? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système d'enseignement supérieur, c'est un système qui est dynamique. Très bien. On ne peut pas dire qu'on a fini de régler le problème, parce que les emplois d'aujourd'hui ne sont pas les emplois de demain. Donc, chaque jour, je viens de vous dire, on ouvre pratiquement 7 parcours de formation à l'Université de Bondoukou qui n'existaient pas. D'accord. Mais qui répondent à un besoin du marché de l'emploi. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsqu'on fait ça, on réduit le flux entrant dans les autres parcours, par exemple. Mais on ne peut pas les supprimer. Parce que c'est des parcours qui sont également importants pour le développement socio-économique de notre pays. Très bien. Criminologie, si on regarde les années passées, on a réduit le flux entrant au fur et à mesure. Mais ce n'est pas un parcours qu'on peut supprimer parce qu'on a besoin de ces experts-là. D'accord, très bien. Mais on réduit le flux entrant au fur et à mesure. D'accord, très bien. Monsieur Maïga, merci de répondre à toutes nos questions. Revenons-en donc à cette plateforme créée par le ministère, plateforme d'orientation, qui s'ouvre justement donc, du 5 au 31 août 2023. Comment y accéder? Quel est le mécanisme? Alors, la plateforme d'orientation va ouvrir à partir, elle est déjà ouverte, mais pour permettre aux bacheliers de faire leur choix, ça va être à partir du 5 août. Parce qu'on fait les jobs du 2 août au 4 août pour leur permettre d'avoir toute l'information nécessaire sur les offres de formation de l'enseignement supérieur pour faire un choix judicieux. C'est le lieu d'interpeller les étudiants, de ne pas faire des choix parce que mon voisin a choisi telle filière, j'ai choisi. Non, il faut aller à l'information. Et les jobs, c'est pour ça. On va ouvrir, tous les établissements vont être là, avec des experts, des spécialistes en orientation, etc., pour expliquer qu'est-ce qu'on offre comme formation, c'est quoi les débouchés. Et vous avez l'occasion de regarder, de comparer cela. Et justement, ces jobs-là, il faut rappeler, c'est les journées de l'orientation des bacheliers. Elles se tiendront dans toutes les universités de Côte d'Ivoire. Non, elles se tiendront à l'université de Cocody. Et comment faire celui qui est peut-être qui habite à Komborodougou, qui a fait le bac à Korogo, en fait, pour avoir ces informations? Il doit se rendre là, parce que tous les experts vont être là, les établissements vont être réunis, il va être au contact, parce que il est évident qu'on ne peut pas être dans toutes les villes en même temps. Mais vous pouvez le faire de façon éclatée. De façon éclatée pour permettre à tous les étudiants d'avoir l'information. C'est une possibilité que nous envisageons,
Mais pour l'instant, ça se tient à Cocody. Et ce qu'on fait par la suite, c'est que on rend l'information aussi disponible sur la plateforme de l'orientation. Ouais. Voilà, où l'étudiant peut accéder, par exemple, à www.orientationsup.net. Orientationsup.net. Lorsqu'il arrive sur cette plateforme, il a de l'aide aussi à l'orientation sur la plateforme. Par exemple, quand il choisit la série de son bac, le système va lui lister l'ensemble des parcours qu'il peut faire. Et pour chaque parcours, on va lui dire quel est le contenu de ce parcours, quelles sont les spécialités, quelles sont les matières, les principales matières qu'il va devoir aborder. Donc ça lui permet de voir par rapport à ses capacités, s'il y a des matières dedans qui ne se sent pas ou ne se sent pas à l'aise, il doit pouvoir apprécier cela. Et puis à la fin, on va lui dire quels sont les débouchés, quels sont les métiers qu'on peut embrasser avec ce diplôme. Et donc cette plateforme ouvre à partir du 5 août et elle va fermer le 31 août. D'accord. Voilà, donc à partir du 5, le bachelier, il va se rendre sur la plateforme, va faire ses 3 choix d'université publique, 3 choix d'université et grande école privée. Et au 31, on ferme, on fait le bilan. Très bien. Et après ça, la commission se réunit et fait les arbitrages nécessaires pour faire les affectations dans les universités, dans les filières. Très bien. Rappelons, bien sûr, le nom donc, de ce rendez-vous-là. Hein, c'est bien les journées de l'orientation du bachelier. Donc, et les dates, hein, c'est du 2 au 4 août 2023. Nous avons connu les objectifs avec M. Maïga qui est sur notre plateau. Hein, vous avez pensé à toutes les séries, hein, série A, série D, série E, série G, à toutes les filières où vous allez pouvoir les orienter. Tout est pris en compte. Enfin, tous les types de bacs. On a le bac général, Très bien. le bac technique, bac artistique. Donc, chaque bac ouvre la voie à un certain nombre de filières. Donc, c'est pour ça qu'il est bien que le bachelier s'informe à l'avance ou qu'il parte sur la plateforme, il met sa série de bacs, on lui laisse les parcours. Il peut même mettre la ville où il souhaite aller. D'accord. On va lui dire les établissements qui sont dans cette ville. Bien. Voilà, que ce soit public ou privé. En ce moment, il fait un choix à Monsieur connaissance Maïga, de cause. merci à Je vous vous en prie. d'être venu sur notre plateau. Hein, on espère qu'on ne vous a pas embêté avec toutes les questions qui sont venues Mais de non, toutes parts. Hein, quand c'est même, avec hein. plaisir. Vous étiez préparé à cela. Bien Et donc, merci de nous avoir éclairé, d'avoir C'est moi. éclairé les étudiants, les futurs étudiants, donc les nouveaux bacheliers, hein, qui sauront désormais comment s'orienter, comment aller donc, sur cette plateforme et surtout participer à cette journée des orientations des nouveaux bacheliers. Merci à vous et merci à vous tous, hein, chers amis, d'avoir tenu ce plateau avec moi. Okay, on prendra plaisir à se retrouver demain. Le mood d'Herman se fera demain. Le sujet de ce jour, on l'aura demain donc dans le mood d'Herman. Pas de On a souci, plus le temps. pas de- Merci à vous tous d'être restés avec nous. Restez sur Live TV, la télé sans filtre. On se retrouve demain. Shalom.